Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir et le grand honneur de recevoir professeur Jeber Fathalli pour parler d'un thème grave et urgent, la mort clinique du droit international humanitaire. Alors que les civils sont de plus en plus ciblés dans les conflits, attaques contre les agences de l'ONU, privation d'aide, bombardement d'hôpitaux, violences contre les prisonniers, pourquoi les règles censées protéger l'humanité ne fonctionnent-elles plus? Pourquoi cette passivité et absence de crédibilité des nations, des organisations des Nations Unies? Merci infiniment, professeur Fathalli, d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Professeur, j'aimerais bien commencer avec vous, avec votre diagnostic de la situation actuelle du droit humanitaire international. Est-ce qu'on assiste réellement à l'effondrement du droit international humanitaire? Comme on dit, c'est une question très large et qui a besoin de plusieurs livres. Mais là, toujours ce que je dis souvent dans mes conférences ou à mes étudiants, il ne faut pas être cynique. Certes, parfois, les événements, la situation dans certains pays nous laissent croire que réellement, il n'y a plus de règles et que c'est la loi de la jungle qui s'impose ou la loi du plus fort. Mais toujours, je dis, il faut tempérer cette manière de voir les choses et voir ce qu'on appelle la moitié pleine du verre. C'est-à-dire que le droit international, par définition, et c'est ça peut-être la faute que certains commettent, le droit international n'est pas un ensemble de règles transcendantales qui dépassent l'entendement humain. Ce ne sont pas des règles sacrées, des règles bibliques ou coraniques. C'est un ensemble d'outils, de règles discutés par des humains sous forme d'États qui ont décidé qu'il y a lieu d'avoir des règles communes qui vont s'appliquer à tous. Donc, c'est un effort humain. Et par définition, un effort humain est faillible. Donc, il n'est pas sanctionné ou sacralisé par la règle de l'infaillibilité. Donc, il y a des faiblesses. Le droit international a une double faiblesse. La première faiblesse, c'est que c'est une construction humaine et par définition faillible. Et deuxièmement, c'est qu'il s'agit d'un droit très connecté à la politique internationale et aux rapports de force. Et c'est pour cette raison, on se trompe souvent lorsqu'on met le droit international en face du droit interne. On dit, regardez, le droit interne fonctionne bien. Là, si vous transgressez le feu rouge, vous allez avoir une punition et vous allez avoir un ticket et la règle de droit va s'appliquer. Alors qu'en droit international, regardez, c'est des génocides ici et là, c'est la famine ici et là, c'est le manque d'engagement de certaines puissances internationales, ce qui est vrai, mais la comparaison ne doit pas est à certains égards fausse. Il faut savoir que le droit international a sa propre logique, a son propre contexte, a sa propre théorie des sources. Donc, il faut juger le droit international suivant ses propres outils, à l'intérieur de ses propres outils. Donc, j'ai dit que le droit international a une double faiblesse. C'est un droit faillible, c'est un effort humain et qu'il est en lien avec les rapports de force. Et nous savons bien que ce droit, on dit souvent ça, nous comme internationalistes, on dit que le droit international est en retard d'une guerre. Il faut qu'une guerre se déclenche pour qu'on agisse le tir et qu'on corrige les règles du droit international. Donc aujourd'hui, la situation du droit international n'est pas totalement différente de sa situation il y a 50 ans. Peut-être un peu mieux, vous savez. Au début du XXe siècle, il y avait deux grandes guerres mondiales, il y avait des atrocités inégalables, mais la communauté internationale a réussi à créer des règles
pour limiter les dégâts et pour limiter certaines actions humaines qui sont néfastes, qui sont négatives pour l'homme. Donc, il y a une part du droit international qui a fonctionné. Il faut savoir que le niveau de vie s'est amélioré, que le taux de mortalité a baissé. C'est grâce à des agences onisiennes, là, entre autres, qu'il y a des améliorations. Mais de l'autre côté, je suis tout à fait d'accord, il y a tout ce qui concerne l'utilisation de la force demeure le talon d'Achille de ce droit, c'est-à-dire que les États, par définition, sont des entités égoïstes qui ne veulent pas se défaire complètement de leur souveraineté. Et également, il y a des puissances qui ne sont pas des puissances démocratiques qu'on veut les véhiculer ici et là. Et là, ce sont des puissances guidées par l'intérêt matériel, l'intérêt économique. Et aujourd'hui, chaque fois qu'on se retrouve devant une situation de conflit, on se pose la question où se trouve l'économie, où se trouvent les banquiers, où se trouvent les vendeurs des armes et des produits pharmaceutiques. Et c'est la solution facile. Chaque fois qu'il y a un conflit, qu'il y a un recours à la force, on voit qu'il y a un lobby là, qui a un intérêt dans ces conflits qui se manifeste et on sait bien que et ça n'a rien à voir avec le droit international, comme je l'ai dit dans l'un de mes textes. Le droit international, ce n'est pas un Dark Vador, c'est un ensemble de règles, mais le problème se pose au niveau de l'application de ces règles. Nous avons assez de règles. Les règles du droit international sont des règles pertinentes, sont des règles capables de mettre fin à plusieurs cas d'hostilité et de belligérance. Mais le problème, c'est au niveau du respect de ces règles. Et c'est là où le bas blesse, c'est que certaines puissances, notamment la puissance américaine, et également les autres, surtout ceux qui sont membres, les membres permanents du Conseil de sécurité, pour leur propre intérêt, ne veulent pas appliquer les règles du droit international. C'est aussi simple que ça. Et vous, cher monsieur, juste, il y a une sorte de méconnaissance ou, je dirais même, d'hypocrisie. Lorsque le droit interne ne fonctionne pas, on va le personnifier le non-fonctionnement. On va dire le dictateur, on va dire Pinochet. On ne va pas dire le droit chilien. Avez-vous entendu parler du droit désolé, avez-vous entendu parler du droit irakien qui était un droit non, on parlait de Saddam Hussein à l'époque. Donc, on sait bien que ce n'est pas le droit comme tel, mais c'est l'application, c'est la personne. Alors, quand on arrive au droit international, on ne dit pas que ce sont les Américains qui n'appliquent pas le droit international, ou les Russes, ou même certains groupes, là, au Soudan, par exemple, les belligérants qui ne respectent pas les règles du droit international humanitaire. Non, on dit que c'est le droit. Non, ce n'est pas le droit international. Ce sont des gens les dépositaires, entre guillemets, de ce droit qui ne respectent pas son applicabilité. Voilà, c'est ma position. C'est-à-dire qu'elle n'est pas une position très optimiste, elle n'est pas non plus pessimiste. Voilà. Oui, merci infiniment. Merci surtout, professeur Fathali, avec votre résistance contre le bronchite. Merci infiniment. Professeur Fathali, comment expliquer les attaques contre les organisations des Nations Unies comme l'UNRWA ou d'autres agences de l'ONU? Plusieurs autres collègues comme le professeur Raphaël Mizan, Raphaël Portela, votre collègue professeur Gray Mokibar, confirment que ça fait partie d'une démarche de politique bien déterminée dont l'objectif principal c'est l'affaiblissement de la légitimité des Nations Unies. Et que signifie juridiquement le fait de viser des travailleurs humanitaires qui travaillent dans le cadre des organisations des Nations Unies?
Vous savez, je suis tout à fait d'accord. Là, s'attaquer à des organisations humanitaires fait partie des crimes de guerre parce que ce sont ces organisations qui vont acheminer l'aide humanitaire et ce sont eux qui vont fournir les aides, la nourriture, les vêtements, les médicaments aux personnes aux victimes des conflits. Donc, c'est s'attaquer à ces organisations, c'est attaquer d'une façon, ne serait-ce que indirecte, aux populations civiles. Donc, je suis tout à fait d'accord que s'attaquer à ces organisations, c'est une façon, un, pour propager le désespoir chez les populations civiles. Deux, pour affaiblir, notamment parce que ces organisations humanitaires généralement fonctionnent sous l'égide de l'ONU, mais bien qu'il y a des organisations non gouvernementales. C'est pour affaiblir l'ONU. Et vous avez donné l'exemple de l'UNRWA, et on sait bien que cette agence onisienne a été déclarée comme une entité terroriste par l'État d'Israël. Ça dépasse l'imagination, ça dépasse l'entendement humain qu'une organisation qui est là depuis des dizaines d'années, qui est là pour offrir la nourriture, pour ouvrir des écoles, pour soutenir les hôpitaux, est devenue d'un coup pas une entité terroriste et ils ont essayé, ils ont vraiment limité son accès non seulement à ses fonds, mais aussi à ses stocks et à ses dépôts, notamment à Gaza. Et je pense là, c'est parmi déjà les éléments qui ont été soulevés par les braves avocats devant la Cour internationale de justice pour l'affaire qui oppose l'Afrique du Sud à Israël devant la Cour internationale de justice. Et c'est également parmi les moyens de preuve sur lesquels s'est basé le procureur. On sait bien que maintenant il est en congé, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, pour émettre et délivrer les mandats d'arrêt contre Gallant et Netanyahou. Donc, je pense, il y a des entités qui n'ont pas de limite dans le non-respect du droit international. On sait bien, il suffit de lire le premier protocole additionnel de 1977, additionnel aux conventions de Genève de 1949, que donc, c'est pour savoir que vous posez un acte de crime de guerre en s'attaquant à ces agences et à ces organisations. Malheureusement, je reviens au point de départ, donc je confirme ce que les autres ont dit, donc ça ne nécessite pas beaucoup d'expertise. Je reviens au point de départ, c'est toute la problématique du droit international. Et on a voulu ce qui est juste fait fort, on a fait ce qui est fort fut juste, comme le disait Pascal auparavant. Et donc, il y a des entités qui sont protégées, mais il faut garder espoir, c'est que maintenant, avec toute la détresse, avec toutes ces attaques contre ces organisations internationales et contre ces agences qui fournissent c'est-à-dire, c'est un peu choquant, c'est-à-dire des individus qui donnent leur vie pour sauver d'autres vies. C'est extraordinaire comme acte humain. Et il y a la barbarie là qui ne veut pas que cet espoir s'installe, mais l'histoire nous a enseigné que toujours la vérité et la bonté finit par gagner et par occuper les esprits et les cœurs. Voilà. Professeur Fathali, comment vous expliquez aussi l'affaiblissement incessionnel et l'affaiblissement de la notoriété et du champ de l'action de la justice pénale internationale parmi des autres garants incessionnels pour conserver l'application et le respect des droits humanitaires internationaux et aussi la politisation de la justice pénale internationale. On a vu ça
avec la guerre en Ukraine, on a vu ça avec la guerre contre la population palestinienne à Gaza. On a vu ça aussi avec la clôture de cette initiative de bonne volonté de Fatma Bensouda de suivre des crimes commis par les Américains en Afghanistan, en Irak, initiative qui a été bouclée et clôturée d'une façon non démocratique. Ben, vous parlez de la justice pénale internationale, de la Cour pénale internationale. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un adage qui dit que le droit international est en retard d'une guerre. Donc, il faut qu'une guerre se déclenche pour qu'on cherche à améliorer le droit international et à se doter de nouvelles règles. Pire encore, la situation pour la justice pénale internationale, elle est en retard de 2 guerres ou bien de 2 génocides. Nous savons bien que ce domaine du droit international est le domaine le plus fragile. C'est le ventre mou du droit international parce que c'est un domaine qui touche directement la souveraineté des États. Parce que même quand nous avons créé la Cour pénale internationale, tout d'abord, les projets datés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais en 1998, l'accord auquel se sont arrivés certains États, c'est un accord qui tient compte de certains rapports de force. Et malgré ça, avec l'entrée en vigueur de son statut en 2002, la majorité des puissances mondiales ne l'ont pas ratifié. Donc, je parle plus précisément des États-Unis qui l'ont signé mais ne l'ont jamais ratifié, ou de la Russie qui l'a signé, après même ils ont retiré leur signature. C'est un domaine très fragile et qui est très sensible au rapport de force et à l'influence externe. Et nous avons vu, vous avez mentionné la procureure Fatou Bensouda, pour qui j'ai un grand respect. C'est une dame qui a essayé d'améliorer les choses, mais les pressions qui ont été imposées sur cette personne et sur la Cour pénale internationale depuis qu'elle a décidé d'ouvrir une enquête sur la question de la guerre en Palestine, ce sont des pressions insupportables. Donc, et le problème ici, c'est entre la justice internationale et les bailleurs de fonds. C'est-à-dire, il y a un lien malheureusement étroit. Vous ne pouvez pas fonctionner si vous n'avez pas les moyens pour livrer votre mission, pour effectuer votre mission. Donc, Madame Bensouda, certes, c'est critiquable, nous l'avons critiqué, le fait de ne pas ouvrir, de fermer le dossier pour ouvrir une enquête sur les crimes qui ont été perpétrés en Afghanistan, que ce soit par les talibans ou par les soldats américains, mais à l'époque, il n'avait pas d'autre moyen. Elle a dit que cette décision sert mieux la justice. Et je sais dans sa tête qu'est-ce que cela veut dire, sert mieux la justice, c'est-à-dire à la pesée, est-ce que vaut-il mieux garder la Cour pénale internationale qui est fragile, ça fait presque une dizaine d'années, une quinzaine d'années qu'elle existait, ou fermer ce dossier? Donc, elle a fait sa balance, le pour et le contre, elle a décidé de fermer ce dossier pour ne pas froisser l'un des grands bailleurs de fonds, l'un des grands soutiens pour les organisations internationales, et je vise par et non seulement les Américains, même les Canadiens, hein, même ici au Canada, qui était l'un des pays qui a poussé, qui a travaillé fort pour la création de la Cour pénale internationale. Je pense que le premier président, d'ailleurs, c'était un Canadien, le juge Philippe Kirsch. Mais avec Mme Bensouda, ils avaient des réactions, je me rappelle, le gouvernement conservateur avait des réactions très hostiles. Et ceci a été confirmé avec le procureur qui était au début plus pragmatique, entre guillemets, mais lorsqu'il a décidé
de délivrer des mandats d'arrêt. Nous avons vu qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas un secret, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas connu. Et il était maintenant obligé de prendre un congé. Et c'est l'un des procureurs adjoints qui dirige l'institution. Donc, oui, la Cour pénale internationale est victime de tous ces rapports de force. Il suffit de voir le statut. Le statut, donc la saisine de la Cour, réellement, c'est vrai, on dit qu'il y a 3 types de saisine. Les États signataires qui ont ratifié, donc les États membres de la Cour, le Conseil de sécurité peut saisir la Cour pénale internationale, c'est la porte royale. Donc, les États membres et une possibilité donnée au procureur de la Cour, mais qui est une possibilité enchâssée par plusieurs règles. Donc, réellement, dans les faits, l'action de la Cour va dépendre en grande partie de l'assentiment du Conseil de sécurité. Et quand on parle du Conseil de sécurité, on parle pas de tous les membres, on parle des 5 permanents. Et quand on parle des 5 permanents, il y a un membre qui joue un rôle, je ne sais pas pourquoi, un rôle prépondérant, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, qui sont eux qui sont opposés à plusieurs mandats. Et j'ai souhaité vous poser ma dernière question concernant le Conseil de sécurité. Vous ne voyez pas, professeur Fathali, que même le fonctionnement des Nations Unies est responsable de cette situation de blocage, de perte de crédibilité, de notoriété, lorsqu'il y a ce monopole de décision, ce monopole des compétences, attributions exécutives dans un organe non démocratique. Cette sécurité donne la priorité de décision pour seulement 5 membres sur l'ensemble de 203 autres membres. Il est où la démocratie? Vous savez mieux que moi que même Kofi Annan a voulu commencer ce chantier de la démocratisation institutionnelle au sein des Nations Unies. Oui, vous savez également que les Nations Unies, avec tous les bonnes actions qu'elle a faites, de bonnes actions, mais réellement, depuis sa création, on l'appelle l'organisation des vainqueurs. C'est une organisation qui a été créée par ceux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Donc, elle n'était pas vraiment des bons samaritains là, internationaux qui ont créé cette organisation. Donc, elle était déjà le produit de certains rapports de force et ce sont eux qui se sont arrogés ce pouvoir de veto et d'être des membres permanents. La question, bien évidemment, je suis tout à fait d'accord, l'ONU, aujourd'hui, nous sommes en 2025, la réalité de 2025 n'est pas la réalité de 1945, ça fait presque un siècle, 75 ans, et rien n'a été fait. Certes, que ce soit Kofi Annan ou l'ancien président et secrétaire général Ban Ki-moon. Donc, on pensait déjà à la question de la restructuration du Conseil de sécurité est à l'ordre du jour dans les couloirs de l'ONU et parmi le Canada, parmi les pays qui veulent vraiment que l'ONU soit restructurée. Le Canada veut devenir un membre permanent. C'était sous l'ancien premier ministre du Canada. Mais on arrive toujours on bute sur le même mur. Le mur, c'est des Américains. Les Américains ce sont les premiers bailleurs de fonds, ceux qui financent en premier lieu cette organisation. Le siège principal de cette organisation se trouve aux États-Unis. Et vous savez, les Américains ne se gênent pas. Même, je me rappelle à certains moments, le président de l'autorité palestinienne qui était invité par le secrétaire général de l'ONU
pour prononcer un discours à l'ONU a été empêché par les Américains. Ils ont décidé de ne pas lui donner le visa. Et c'est passé dernièrement sous la présidence de Trump, je pense, pour certaines délégations iraniennes ou une autre délégation. Donc, je pense même pour le président palestinien Abbas, donc les Américains n'ont pas voulu lui donner le visa pour assister à la réunion dans laquelle il y a eu une reconnaissance encore par l'Assemblée générale de l'ONU de l'étaticité de la Palestine. Donc oui, c'est parmi les malheurs aujourd'hui du droit international, c'est cette faiblesse de l'Organisation des Nations Unies. Et je dois souligner, avec toute cette détresse, il y a, par exemple, le secrétaire général actuel fait de son mieux. C'est ce qu'on voit là. Il n'était pas un maillon facile pour les Américains. Donc, le secrétaire général actuel, surtout pour la question du génocide à Gaza, donc il a essayé, malgré les moyens limités que l'on dispose suivant la charte de l'ONU et le règlement interne de l'ONU, a essayé vraiment de faire bouger les choses. Je pense, ce que je vois après ce qui s'est passé à Gaza ou même en Ukraine et dans d'autres régions, les choses vont changer. La communauté internationale ne sera plus ce qu'on connaissait avant. Ce n'est pas une simple communauté des États, de présidents et de chefs d'État. C'est devenu une communauté réellement internationale qui tisse des liens entre les peuples. C'est une communauté des peuples. Et cette réalité qui a commencé comme étant une réalité virtuelle va devenir une réalité concrète. Et je pense que dans les quelques années, je vois pas, ce n'est pas à long terme, ce n'est pas à moyen terme, mais à court terme, les choses vont changer complètement. Merci, professeur Jeber Fathali, pour cet éclairage essentiel. Le droit humanitaire n'est pas mort, mais il est en danger. Sa survie dépend de notre volonté collective en tant que société civile, en tant que personne, en tant que justiciable de protéger les civils partout, sans exception. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Espoir et Dignité TV. Merci beaucoup, professeur, et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.